discussion informelle avec Sylvain dans un cadre très différent. Finalement, on s'était rendu compte que les catégories publiques et privées ne permettaient pas très bien de distinguer ces plateformes logistiques. On va vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Et notamment, en fait, de distinguer leurs effets et leurs potentiels bénéfices ou nuisances. Et que là, aller un petit peu au-delà, au moins aller dans des hybrides. Et puis, au-delà des hybrides, peut-être se poser la question des communs. Alors, ma contribution sera extrêmement empirique, hein, je ne vais pas révolutionner la pensée sur les communs, parce que je n'ai jamais vraiment travaillé dessus. J'ai travaillé donc sur la gouvernance en général autour des espaces logistiques, donc des modes de régulation, etc. Et donc finalement beaucoup sur des questions d'articulation entre État et marché. Donc aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de réfléchir à peut-être autre chose qui peut émerger, mais vous verrez, c'est plutôt vraiment sous forme de signaux faibles, hein, plus qu'autre chose. C'est peut-être pas le secteur où il y aura plus de communs, mais je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais je pense que c'est un secteur intéressant, surtout par les formes hybrides qu'il y a entre marché et État, où il y a en fait très peu d'opposition et beaucoup plus de combinaisons, de très nombreuses combinaisons. Et peut-être avec finalement des effets plutôt des effets aujourd'hui, si on en revient à la question de l'environnement, des effets assez médiocres, hein, des résultats très médiocres. J'essaierai d'en donner quelques mots. Alors j'ai mis comme fond de cette slide de titre une carte. Alors tout simplement pour dire une chose, cette carte représente la construction des plateformes logistiques depuis 1985 autour de la région parisienne. Donc il y a beaucoup de ronds, c'est juste pour dire que c'est massif. Et donc je ne parle pas d'un micro-phénomène, mais de quelque chose d'assez important. Je vais quantifier un petit peu plus tard. C'est pas le billard. Comment? Ce n'est pas le billard Pradesh. Quoique le billard est un état à mon avis très peuplé, mais l'Uttar Pradesh c'est 2 fois la France. Hein. On n'était pas du tout dans des choses microscopiques. Voilà, là moi j'ai parlé essentiellement de la France d'ailleurs, mais peut-être on pourrait l'élargir un peu après. Alors, à mon avis, l'intérêt de se poser la question des communs à propos de la logistique existe quand même à plusieurs titres. Alors, qu'est-ce que c'est la logistique quand même? Quelques mots. On peut le définir, en fait, à mon avis, le plus intéressant, c'est de le définir comme un secteur économique qui regroupe toutes les activités qui gèrent, à la fois opérationnellement et stratégiquement, les flux de marchandises depuis les premiers éléments de production jusqu'à la consommation finale des produits, puis même on pourrait ajouter les déchets. Mais là, on arrive dans des logistiques très particulières, dont je ne parlerai pas. Et donc ça comprend le transport, bien entendu, ce qu'on appelle entreposage, ce qu'on appelait entreposage. En gros, tout ce qui se passe dans les entrepôts. Et c'est surtout ça dont je vais parler, où on ne fait pas que stocker les marchandises, mais en fait on trie les marchandises et parfois même on transforme les marchandises. Et donc ça devient un maillon des systèmes productifs et distributifs. C'est aussi là qu'on va mettre les étiquettes de solde. Donc il y a de la valeur qui est créée dans ces entrepôts. Et puis après, il y a en gros le management de tout ça qu'on appelle souvent un supply chain management. Donc on va voir là les postes les plus élevés dans ce domaine. Alors on fait de la logistique depuis longtemps, mais ce n'est que récemment que la logistique est devenue un maillon identifié comme tel dans le système économique, donc distinct de l'industrie qui a lieu avant et du commerce qui a lieu après, avec donc une définition de la logistique qui aille au-delà du transport, donc avec toutes ces activités autour du transport, indispensables au transport, qui donc est regroupée en tant que sphère économique en soi, la logistique, avec ses marchés logistiques, ces entreprises de prestataires logistiques, et surtout, je vais insister là-dessus, des lieux dédiés aux opérations logistiques, et donc c'est notamment les entrepôts ou les plateformes logistiques. Et donc ça, ces lieux-là, l'existence de lieux où on fait de la logistique, ça donne une réalité propre à la logistique comme secteur économique, qui crée de la richesse et aussi des nuisances dans des territoires précis. Voilà. Donc voilà sur la logistique. Donc c'est quelque chose d'assez important, c'est aujourd'hui on estime à peu près 10% du PIB français, enfin des pays développés, français ou États-Unis, et 10% de l'emploi aussi, et à peu près un tiers de l'emploi ouvrier. Autour, que ce soit chauffeur-livreur ou dans les entrepôts, et un peu plus, enfin ouais, entre 25% et un tiers, je crois, à l'échelle de la France, c'est de mémoire. Et en Ile-de-France, moi j'avais compris, c'est 40% de l'emploi ouvrier autour de ce secteur-là. Tous les livreurs ou en mettant comment? tout ce qui est livré, livraison, messagerie. Voilà, en comptant, en fait, il y a 2 grands postes d'emploi ouvrier, c'est le chauffeur-livreur
et le manutentionnaire en entrepôt, le cariste. Jusqu'au livreur de pizza ou... Non, pas jusqu'au livreur de pizza. Livreur de messagerie par contre. Voilà, c'est ça. Donc toutes les entreprises qui relèvent de la logistique et toutes les activités chez les chargeurs, donc les industriels ou le commerce qui relèvent des activités logistiques. Voilà. Mais pas les livraisons, je compte pas le commerçant qui va chercher des marchandises à Rungis. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose d'important. Alors l'intérêt de se poser des questions là, du séminaire, c'est qu'on a affaire à un secteur récent et en dynamique du coup, émergent au sens qu'il est en dynamique, il est en évolution, et notamment il est extrêmement lié au e-commerce. La logistique, c'est l'autre phase du e-commerce. Quand on a du e-commerce, on a la logistique. Et c'est aujourd'hui la croissance de la logistique, aujourd'hui c'est le e-commerce. Auparavant c'était la grande distribution et les mutations industrielles. Maintenant c'est essentiellement le e-commerce. Mais en même temps on a affaire à un secteur extrêmement matériel, j'ai écrit, ou concret, on pourrait même dire frustre, voilà, qui fait un peu pendant au numérique. Voilà, on peut dire le numérique c'est une version un peu plus technologique, nouvelle et sexy peut-être de l'hypermodernité. La logistique c'est une version frustre, simple, avec des ouvriers, voilà, de cette même hypermodernité. La question finalement qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des communs qui sont possibles quand on parle d'ouvriers dans des entrepôts qu'on peut définir comme des usines à colis. Voilà, il y a une très forte dynamique marchande, hein, on parle de limitation économique avec des entreprises, mais il y a aussi traditionnellement de l'action publique dans ce secteur, parce qu'il y a des infrastructures publiques. On peut même l'élargir au fait qu'il y a des grandes entreprises publiques, et les leaders en France de la logistique, c'est le groupe SNCF, avec son entreprise Geodis, et la Poste. Deux entreprises publiques. Et en Allemagne, et le leader mondial de la logistique, c'est DHL, la poste allemande. Voilà. Et la Deutsche Bahn est très bien classée aussi. Voilà. Et après, on a des vraies entreprises capitalistes américaines, mais voilà. Donc on a un monde hybride, je pense, par l'histoire. Donc il y a de l'État, il y a du marché. Bon, ce qu'il y a des communs, on va voir. Et je pense que c'est une question particulièrement aiguë en matière d'espace logistique, où là on a énormément de configurations hybrides avec du public et du privé. Alors la question des communs que je voulais poser, c'était donc, en partant de l'idée que la plateforme logistique est un bien, quelles sont les modalités de production et de gestion de ces biens-là, les plateformes logistiques, donc une phase descriptive, voilà, quelle est la part du public, du privé en la matière. Mais ensuite, l'idée que le développement de ces espaces logistiques soulève des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, qui sont parfois transformés en problèmes communs, et donc en creux avec la définition de biens communs à protéger du développement logistique, ou que le développement logistique pourrait permettre d'atteindre, donc voilà, un intérêt collectif, et avec parfois le rôle de mouvements sociaux qui participent à cette définition de biens communs qui touchent au secteur de la logistique, et donc voir dans quelle mesure donc, ces biens communs définis en lien avec les espaces logistiques peuvent transformer en retour des choses dans ce secteur logistique, dans la gestion des espaces logistiques en particulier. Voilà un petit peu le questionnement. Je vais revenir un peu sur les questions juste tout à l'heure, après avoir présenté un peu ce que sont les plateformes logistiques. Alors, après ce premier point extrêmement descriptif, j'ai choisi un plan en fait chronologique finalement. D'abord, les espaces logistiques, on les a construits comme on a construit le reste, je dirais, sans remettre en cause la frontière publique-privée propre à l'aménagement à la française. Et ensuite, on va avoir l'émergence d'un véritable marché immobilier logistique qui va remettre un certain nombre de choses en question, donc cette frontière notamment, avec un mouvement fort de privatisation, mais qui paradoxalement entraîne une certaine politisation et aussi dessine de nouveaux champs d'intervention publique. Donc voilà le deuxième temps qui est plutôt en gros ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite peut-être un temps plus de prospective. Est-ce que aujourd'hui on parle de mutualisation logistique, il y a des changements autour de l'idée de mutualiser un certain nombre d'activités, de ressources nécessaires aux activités logistiques. Est-ce qu'il y a des communs qui se dessinent autour de ces volontés de mutualiser entre entreprises, mais aussi d'autres choses, donc autour des activités logistiques, voilà, pour résoudre un certain nombre de problèmes, et c'est essentiellement lié à l'environnement, même s'il y a évidemment aussi des gains économiques qui sont espérés. Alors, première partie sur les plateformes logistiques très descriptives. L'émergence de la logistique en tant que secteur d'activité économique a entraîné une multiplication de plateformes logistiques dans deux sens ou deux dimensions.
Tout d'abord en tant qu'établissement d'entreprise, donc la plateforme logistique au départ, là où on va faire l'activité logistique, ce sont des établissements d'entreprise tout simplement. Alors je dis établissements d'entreprise dans le sens où ce sont rarement des PME, donc il ne faut pas voir à l'entrepôt comme une PME, l'entrepôt Richard, et puis dans la commune d'à côté on a l'entrepôt Michou. Non, c'est essentiellement des entreprises assez grandes, pas forcément hyper grandes, mais au moins régionales, qui ont plusieurs entrepôts, plusieurs établissements. Donc on a affaire à des entreprises en réseau. Et dans chaque établissement, eh bien, on va faire les activités logistiques. Et donc, ce sont des entrepôts qu'il faut plutôt comprendre comme des nœuds dans des réseaux logistiques, donc, où les marchandises arrivent et repartent. Et on va faire un certain nombre de traitements. Alors, des petites distinctions rapides. Les principales plateformes logistiques en ce sens-là qu'il y a en France, ce sont ce qu'on appelle les centres de distribution qu'on a à gauche. Donc, c'est les grands entrepôts typiques de la grande distribution, notamment du e-commerce. L'entrepôt, là, est dédié à un seul chargeur, un seul propriétaire de marchandises. Et donc, toutes les marchandises dans cet entrepôt-là appartiennent tous à Carrefour ou à Amazon, ou etc. Donc, voilà, un entrepôt dédié à une entreprise. Et par contre, l'entreprise qui va gérer cet entrepôt peut être un prestataire logistique tiers. Ensuite, on a ce qu'on appelle les agences de messagerie. Donc là, c'est le principe de la Poste. On a un entrepôt où en fait arrivent les marchandises d'un grand nombre de chargeurs, d'un grand nombre de clients, et on va les amener dans cet entrepôt-là en fait pour changer de véhicule et changer les chargements. Donc on fait ce qu'on appelle du cross-docking, du groupage des groupages. Arrivent des marchandises par un camion qui est allé faire la ramasse des marchandises dans différents points chez différents clients. Arrive donc dans l'entrepôt, là on sort les marchandises du camion et on refait des paquets pour la distribution finale au destinataire. Donc ça c'est le deuxième type d'entrepôt. Donc là on dit multi-clients. Et enfin le dernier type de plateforme c'est les terminaux de transbordement. Donc là j'ai mis un terminal, un conteneur sur le port de Paris, donc à Gennevilliers, voilà, qui fonctionne à peu près de la même manière, mais en fait qui pour donc changer, faire passer marchandises d'un mode de transport à un autre. Donc là du fluvial vers la route, vraisemblablement. Mais la plupart des opérations de transbordement, en fait, c'est pour passer d'un type de véhicule routier à un autre type de véhicule routier. C'est ça l'activité principale. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on fait en matière de logistique. Alors, ce sont des biens privés classiques. Éventuellement, il peut y avoir la mutualisation de ces biens, de ces plateformes. Et on verra donc est-ce que ça change ce type de biens pour aller éventuellement peut-être vers des biens clubs. Enfin, je poserai la question à la fin. Est-ce qu'on sort du bien privé ou pas, avec la volonté de mutualiser plusieurs entreprises se partageant ce type d'installation. Alors ensuite, on a les zones logistiques. Alors ces établissements, ces plateformes vont trouver de la place dans des zones, tout simplement, donc des zones logistiques. Donc il faut produire des espaces pour donc, ces établissements. Ces zones logistiques, certaines ont été aménagées pour recevoir des activités logistiques, d'autres pas spécialement, mais sont retrouvées de fait accueillir essentiellement des activités logistiques. Alors en photo, là j'ai mis en fait à gauche une zone d'activité économique classique, c'est-à-dire aménagée, je reviendrai dessus, par, donc, en l'occurrence là c'est à Sénart, par un établissement public d'aménagement qui a viabilisé le terrain, puis qui a revendu les parcelles une à une à des investisseurs qui ont construit des entrepôts. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle un parc logistique, qui est en fait la même chose mais complètement privé. C'est-à-dire il y a une seule entreprise qui est venue, qui a viabilisé le terrain, qui a ensuite construit elle-même les entrepôts, qui a cherché des locataires, donc a trouvé des locataires pour venir dans ces entrepôts et qui est toujours là en place à gérer cet ensemble-là, donc comme une grande propriété. Et enfin, à droite, j'ai mis un port maritime, en fait, donc là c'est Fos-sur-Mer, le port de Marseille-Fos, où on a au premier plan de grands entrepôts, et juste derrière, vous voyez donc de la couleur, c'est un terminal à conteneurs maritime, juste relié. Et donc voilà, des grandes infrastructures comme les ports maritimes sont aussi des zones logistiques qui reçoivent énormément d'entrepôts. Donc je reviendrai un petit peu là-dedans, mais voilà quelques catégories. Et finalement, on assiste à un phénomène qu'on appelle parfois plateformisation. C'est tout simplement l'idée que ces établissements logistiques se regroupent dans certaines zones, se regroupent ensemble, et donc créent de fait des zones spécialisées. Et cette dynamique est souvent valorisée par les responsables en matière d'aménagement, en ce qui concerne ces activités-là, en disant que ce regroupement permet de regrouper les nuisances en un seul point et de mieux les gérer peut-être,
Et surtout, ils disent que ça peut entraîner un certain nombre d'externalités positives en termes de partage de moyens, de services, d'équipements, voire de main-d'œuvre entre les entreprises présentes, voilà, en les ancrant dans le territoire, etc., en créant des savoir-faire et en les partageant. Et puis enfin, le cerise sur le gâteau, ce regroupement permettrait éventuellement de faire passer les marchandises depuis la route vers les modes moins polluants, qui sont le fluvial ou le ferroviaire, parce que si on regroupe les marchandises dans un seul point, il devient pertinent d'utiliser ces modes de transport qui sont beaucoup moins chers pour les grandes quantités de marchandises. Donc voilà un petit peu les différents aspects positifs que l'on lie à cette dynamique. Et donc on verra donc, est-ce que autour de ces externalités positives, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place d'hybridation publique-privée. Alors, le questionnement que je voulais développer donc, autour des communs, c'est les différentes modalités de production et de gestion de zones logistiques. Donc, on a vu déjà plusieurs types, donc plusieurs modalités de production et de gestion. On va revenir un peu là-dessus. Et puis, la possibilité ou non de relier ces différentes configurations de gestion et de production de ces zones avec la définition de biens communs liés à certains aspects des plateformes, au sens à la fois des bénéfices collectifs qui pourraient être permis par la plateformisation. Est-ce que pour avoir des plateformes qui marchent bien, qui soient d'intérêt général, on pourrait dire, il y a une modalité de production et de gestion particulière, plutôt publique, plutôt privée, et laquelle. Et par rapport à la définition de biens communs à protéger, est-ce qu'il y a certains types de plateformes, grâce à l'action, à des types d'actions collectives particulières, qui permettrait d'être plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, avoir un impact environnemental plus faible, etc. Donc voilà un peu la question que je voulais poser. Donc, est-ce qu'il y a des modalités de production, de gestion des plateformes logistiques ayant la capacité de relever les enjeux des biens communs et est-ce que cela passe par la production d'équipements communs en plus des établissements d'entreprise qui vont s'installer dans ces zones, et ces équipements communs, comment ils sont gérés. Voilà. Est-ce que donc il y a une dynamique qui se met en place de nouveaux types de biens parmi ces zones logistiques. Voilà, donc je vous ai dit, faut répondre à ces questions, j'ai choisi une approche chronologique en fait, dont le pivot est donc l'émergence d'un véritable marché de l'immobilier logistique, et donc l'émergence d'un nouveau marché, si vous voulez, à côté du marché logistique, un nouveau marché, le marché de l'immobilier logistique. Alors avant qu'il n'arrive véritablement ce marché, on a produit des espaces logistiques sans remettre en cause la frontière publique-privée de l'aménagement. Tout simplement, les entrepôts en fait sont venus s'installer dans les zones industrielles qui étaient déjà présentes dans les aires urbaines. ZAE, c'est zones d'activité économique, on dit ça maintenant aujourd'hui davantage que zones industrielles. Donc, et de cette façon-là, on avait un processus d'implantation des plateformes logistiques qui distinguait bien une phase publique et une phase privée, de la même façon que les usines se sont installées à partir du moment où on a inventé l'urbanisme. On a une première phase où on va avoir un aménagement public de la zone d'activité économique, soit directement les collectivités locales, soit par l'intermédiaire d'établissements d'aménagement qui peuvent être des établissements comme des sociétés d'économie mixte, des établissements d'État, qui vont donc viabiliser des terrains, construire des routes, etc. Et ensuite, ces établissements-là, ou les collectivités locales directement, vont vendre les différentes parcelles à des entreprises qui vont y construire leur entrepôt. Et à ce moment-là, en matière logistique, il n'y a pas encore de marché immobilier. Les Géodis, les Renault, pour stocker leurs pièces détachées, construisaient eux-mêmes directement leurs entrepôts, comme ils construisaient auparavant eux-mêmes leurs usines, avec leurs propres standards, leur propre vision de ce qu'il faut faire. Donc on a une phase complètement privée. Voilà. Et donc les entrepôts sont implantés comme ça, en grande majorité dans les années 80-90, sans qu'il y ait quoi que ce soit de très intéressant qui émerge. Éventuellement, on peut avoir quelques équipements collectifs qui sont créés dans ces mêmes zones. Voilà. De la même façon qu'on a créé dans les zones industrielles, parce que finalement les besoins étaient assez proches. Alors un certain nombre de régulations publiques, je vais passer rapidement, existent dans ce processus-là, qui sont très génériques et qui ne sont pas spécifiées par rapport aux espaces logistiques. Donc c'est celles qui sont liées au code de l'urbanisme. Donc ces zones d'activité économique sont bien sûr aménagées et produites en conformité avec le plan local d'urbanisme. Et ensuite, les entrepôts vont, pour pouvoir être construits, devoir déposer des permis de construire et seront accordés si on respecte les règles inscrites dans le plan local d'urbanisme. En gros, ça permet donc de sauvegarder certains biens communs
très classique, des éléments de paysage, il faut respecter les éléments de paysage, définis comme étant donc, des choses importantes. Et aussi, donc, ça prémunit dans certaines mesures la commune contre des risques en écartant donc, ces zones d'activité économique des espaces d'habitat, donc évitant les poids lourds de rouler trop près des habitations et les entrepôts, c'est plutôt dans le deuxième point, peuvent être aussi des sources de risques d'un point de vue environnemental et sécuritaire, parce qu'on stocke des marchandises qui peuvent être explosives, etc. Et donc là, il y a toute une réglementation sur ça, et un entrepôt ne peut s'implanter que s'il y a une autorisation, déjà une autorisation d'exploiter par la préfecture. Une installation classée. Voilà, c'est le régime des installations classées, comme les industries, là c'est exactement du copier-coller. Et donc les entrepôts doivent suivre tout cela. Voilà. Donc il y a des régulations qui ne sont pas spécifiques, donc rien de particulier à l'horizon à ce moment-là. On a une logique de regroupement plutôt de fait de ces entrepôts dans certaines zones et pas dans d'autres par rapport à des considérations essentiellement marchandes, sans qu'il y ait de véritablement vision d'aménagement de quelque autorité que ce soit. La logistique est alors assez invisible, finalement elle est traitée comme n'importe quelle activité économique et les entrepôts sont vus comme n'importe quel type d'entreprise, souvent assimilés à de l'industrie, et il n'y a pas d'émergence de problèmes particuliers liés donc, à la logistique. Donc en gros, il ne se passe rien de particulier. Voilà. Alors on peut quand même dire que certains aménageurs publics font le choix pendant cette période-là de faire des zones à destination de la logistique, mais pas dans la définition de quelque chose de très particulier, c'est souvent par intérêt commercial, et c'est le cas de Sénart notamment, qui était développé par un établissement de l'État et qui avait l'obligation de faire venir des entreprises, il n'y arrivait pas. Il s'est dit, il y a un seul secteur où on peut faire des choses aujourd'hui, c'est la logistique. Et donc on va faire des zones comme on fait d'habitude, mais sauf qu'on va faire des parcelles très grandes, et ça devrait intéresser les gens de la logistique, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc même le public, les acteurs publics avaient dans une vision extrêmement commerciale pour arriver donc à leur fin. Alors en même temps, on a des acteurs publics qui existent, et au public, donc, il y a la tâche de produire et de gérer des infrastructures, certaines infrastructures publiques. Ce que j'ai montré avec le port de Marseille-Fos, les entrepôts s'implantent aussi dans des espaces qui sont gérés en tant qu'infrastructures publiques par des acteurs publics. C'est notamment le cas des ports maritimes et fluviaux, dans une moindre mesure des aéroports, donc c'est des zones logistiques. Pour les plus grands d'entre eux, essentiellement Roissy en fait, en France. Alors le principe est assez simple et assez ancien en fait. Un port, c'est un équipement de transbordement, donc un quai, éventuellement avec un terminal au-dessus pour passer depuis le transport maritime ou le transport fluvial vers les transports terrestres, donc ce qui nécessite des infrastructures à construire, etc. Donc dans un premier temps, historiquement, c'était, il y a une période privée, puis ça a été à peu près dans tous les pays très nationalisé tout ça, ou au moins collectivisé à l'échelle communale. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase de privatisation sous forme de concession, c'est-à-dire avec toujours l'idée d'un contrôle, d'une maîtrise publique, un certain nombre d'objectifs de service public, on pourrait dire, c'est tout simplement l'équité des entreprises devant l'outil, mais cet outil de transbordement peut être géré par une entreprise privée. Mais à côté de cet équipement de transbordement, donc là on voit bien, tout le monde sait qu'un port, en gros, ça sert à ça, il y a des réserves foncières qui sont gérées selon le régime de la domanialité publique. Donc c'est un domaine public inaliénable, et dans la loi, en tout cas en France, mais enfin dans les différents règlements, les ports, les autorités portuaires ont pour obligation d'utiliser ce domaine public par rapport à des activités vues comme d'utilité publique liées au port. Et donc ça va être, dans un premier temps, ça a été pensé historiquement par rapport à l'industrie essentiellement. On s'est dit que voilà, l'industrie avait besoin, les industries nationales avaient besoin d'équipements portuaires, et aujourd'hui ça marche très bien pour la logistique. Et donc la logistique entre dans le cadre de cette utilité générale qui a été définie dans la loi. Et donc on a des espaces qui sont donc gérés par les autorités portuaires, par des acteurs publics, pour accueillir donc, des entrepôts, des plateformes logistiques, mais avec une logique très différente de la logique d'aménagement dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque on a une maîtrise foncière, une maîtrise publique du foncier très forte. Et en fait, on va mettre en place des baux de type amphithéotique, avec donc des entreprises qui viennent s'installer, qui signent une occupation du terrain, plus ou moins longue, et qui vont soit construire elles-mêmes leurs bâtiments, soit
soit occuper un bâtiment construit éventuellement par l'autorité publique. Donc les ports ont construit à une époque un certain nombre d'entrepôts, mais c'est quelque chose qu'ils ne le font plus, car ils ne sont pas très efficaces en la matière. Mais donc voilà, ils accueillent des entrepôts dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, cette logique-là a été développée par les ports dans une perspective très commerciale. Ça permettait aussi de remplir leurs espaces qui étaient loin d'être pleins à la fin des 30 Glorieuses. Et un peu renouvelé et un nouveau vernis d'intérêt général selon différents domaines. D'une part, la compétitivité portuaire. On a dit aux ports maritimes français d'être meilleurs. Et pour être meilleur, attirer plus de conteneurs, on peut mettre des entrepôts près des terminaux, et ça marche. Donc ils font ça sous cet angle-là. On a même dit que cette compétitivité portuaire était un avantage pour la compétitivité métropolitaine, ça c'est tout le discours sur le Grand Paris. Les ports aussi sont sommés d'améliorer leurs recettes, et donc ça fait partie des solutions possibles. Et puis aussi, il y a un vernis de développement durable, alors moins pour les ports maritimes, mais un peu aussi, mais surtout pour les ports fluviaux. Si on met des entrepôts près des quais, ça permet à des marchandises de venir par le mode fluvial, et aussi le mode ferroviaire, parce qu'ils sont très bien équipés en général en infrastructure ferroviaire. Voilà. Donc il y a un renouvellement du discours autour de cette façon de produire de l'espace logistique, d'accueillir des entrepôts, qui donc donne une utilité publique à cette façon de faire, alors selon une logique extrêmement de politique publique en fait. C'est une politique publique portuaire, peu politisée, essentiellement mise en œuvre par un acteur public qui est très autonome dans sa façon de fonctionner. Pendant longtemps c'était des ports autonomes, bon, ils sont quand même, il y a un législateur, il y a une tutelle ministérielle qui envoie des ordres, mais en même temps la mise en œuvre de cette politique publique est très publique-privée, puisque ça suppose tout simplement d'attirer des entreprises qui vont s'installer dans ces espaces-là. Et il faut convaincre ces entreprises d'ailleurs, même si maintenant c'est pas très dur, c'est intéressant pour elles de venir s'installer dans des espaces qu'elles ne peuvent pas posséder, donc elles ne peuvent pas être propriétaires des parcelles. Voilà, donc pas dans une logique patrimoniale de ce point de vue-là. Donc il y a une dimension de mobilisation d'acteurs. Mais bon, donc une politique publique, mais peu politisée dans le sens où on a une gestion de ces espaces-là vraiment sous forme d'enclave. Notamment, les collectivités locales sont très peu impliquées dans la gestion des ports, historiquement en France, même s'il y a des petits éléments qui changent. Alors, donc voilà pour ce premier temps, voilà, les choses se sont installées avec cette frontière publique-privée que je viens d'exposer. Alors ensuite, émerge un marché immobilier logistique qui fait arriver de nouveaux acteurs marchands, qui entraîne plusieurs dynamiques à la fois, une très forte privatisation de la production des espaces logistiques, des zones logistiques, mais aussi, et un peu le pendant, c'est que ça va politiser la production d'espaces logistiques, essentiellement parce que ça va la rendre visible. Auparavant, j'ai expliqué que les entrepôts s'implantaient dans les zones industrielles et on n'avait pas remarqué qu'il y avait une mutation depuis l'industrie vers la logistique. Là ce phénomène va être très visible, et puis ça va laisser aussi des trous, il y a des besoins, si on veut, en tout cas des enjeux qui ne vont pas être atteints dont l'action de ces acteurs marchands ne va pas permettre de relever, et qui vont laisser la voie à de nouvelles interventions publiques, on verra à la fin. Alors ce marché immobilier est récent, il date de la du milieu-fin des années 90, donc quelque chose de très neuf, puisqu'auparavant, les entreprises secteur-là construisaient eux-mêmes leurs entrepôts et en étaient les propriétaires. Voilà, avec l'idée de les garder assez longtemps. Alors, l'arrivée de ces acteurs-là, qui viennent essentiellement d'Amérique du Nord et de Grande-Bretagne au départ, découle en fait d'une évolution de la demande en espace logistique, un point important. Les entreprises du monde de la logistique sont en fait des entreprises qui sont en recherche de très grande flexibilité spatiale, parce qu'elles vont s'implanter et mettre en place un entrepôt quand il y a un contrat. Donc ça marche par contrat. Prenons une entreprise X, Norbert d'Entresang par exemple, qui s'est fait racheter récemment par un Américain. Il a un contrat avec Carrefour pour s'occuper de sa logistique textile sur les magasins du sud de l'Île-de-France. Et bien, à partir du moment où il y a le contrat, il va chercher un entrepôt pour faire ce contrat-là. C'est un contrat de 2 ans. 2 ans qui peut être arrêté au bout de la première année si Carrefour n'est pas content. Et donc pour ça, il faut trouver un entrepôt en location avec un bail extrêmement court. Voilà, le bail le plus court, c'est 3 ans. Donc il fait ça, et lui, faire construire lui un entrepôt sera un risque complètement inconsidéré. Si le contrat prend fin, il s'en va. Donc on est dans une logique de très grande flexibilité avec des entreprises qui sont là à venir, à aller et venir, à partir, etc. Parfois à déménager simplement de 10 ou 20 km, mais avec cette idée très forte dans le secteur qu'il faut être très flexible pour être compétitif, tout simplement. Donc il y a une demande en espace flexible, ça demande ce qui est des propriétaires d'entrepôts qui eux soient capables
de produire de l'espace et de garantir la disponibilité en entrepôt un peu n'importe quand et presque n'importe où, enfin pas tout à fait n'importe où, mais là où il y a des marchés, c'est-à-dire autour des grandes villes, dans les périphéries des grandes villes. Et donc la solution, c'était que en fait, il y ait des fonds d'investissement qui achètent donc des entrepôts, qui fassent construire des entrepôts, qui les achètent et qui soient suffisamment gros pour pouvoir amortir du taux de vacances et pour pouvoir surtout en développer partout et à une échelle au moins continentale. Voilà, donc on a un marché immobilier qui se met en place avec une spécificité, c'est qu'on a des entreprises qui sont à la fois constructeurs d'entrepôts et propriétaires des entrepôts dans le cadre de fonds d'investissement qu'elles gèrent. Voilà, donc en fait le schéma classique, c'est notamment celui du numéro 1 mondial, c'est Prologis, dont vous avez une de ses réalisations sur la photo. Prologis, c'est une entreprise américaine qui construit l'entrepôt, donc en fait avant même de construire, qui aménage la zone. Donc en fait j'anticipe un petit peu ce que je veux dire. Qui aménage la totalité de la zone, ensuite qui distribue, qui partage cette zone en parcelles, mais qu'elle se rachète elle-même, ces différentes parcelles, contrairement au phénomène que j'ai décrit tout à l'heure. Une fois qu'elle a racheté les parcelles, elle construit dans chaque parcelle un entrepôt, elle-même, et ensuite elle rachète le tout dans une société qu'elle crée, qui a un fonds d'investissement, où elle a à peu près 50% des parts, et il va y avoir un investisseur institutionnel, type assurance, banque, qui va acheter les parts restantes. Donc voilà un peu comment cette offre en immobilier logistique à la location flexible s'est mise en place, et ce, à peu près partout, hein, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Europe. Voilà, il n'y a que l'Afrique, encore l'Afrique du Nord commence à être intégrée dans cette logique-là. Juste pour bien comprendre, c'est une société qui est à l'origine de ce parc logistique, oui. Voilà, qui crée une sorte de succursale qui va racheter. Oui, une société qui voilà. crée une subdivision de... En fait, il crée des tas de petites sociétés, mais ça, tout le monde fait ça en immobilier. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça qui est très intéressant, c'est qu'on a une entreprise qui fait tout. En fait, en matière d'immobilier, d'habitude, on a un promoteur local qui connaît bien le marché des élus et qui greffe éventuellement, qui a réussi à avoir les autorisations d'urbanisme et qui lance le projet. Puis ensuite, une fois qu'il a construit l'immeuble, il revend à un investisseur voilà, global, financiarisé, etc. Là, la différence, c'est qu'on a la même entreprise qui fait tout. Et qui fait tout très en amont, parce qu'elle fait, ce que fait d'habitude la collectivité locale, c'est aménager la zone. Donc elle aménage elle-même la zone, et ensuite, une fois qu'elle a aménagé la zone, elle construit elle-même les bâtiments, et ensuite, elle est propriétaire de ce qu'elle vient de bâtir. Et elle en garde la propriété. Et ensuite, elle va chercher des locataires pour dégager un revenu sur la location de ce qu'elle vient de construire. C'est ça son modèle économique. Et donc ça, c'est ce qu'a fait Prologis ici, à Sénart d'ailleurs aussi. J'ai pris pratiquement que des images de Sénart pour le cinéma. Et ça a une durée d'amortissement de 30 ans, donc c'est amorti en 30 ans. C'est à peu près 200 millions d'euros d'investissement. Voilà, donc ça c'est leur modèle au départ, mais c'est du public. C'est complètement privé. Ah d'accord, alors pourquoi Ouais. c'est C'est complètement privé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Prologis a créé un fonds d'investissement, parce qu'en fait, elles n'ont pas les capitaux pour acheter tout ça, tout ce qu'elles produisent. Et tout simplement, la solution, c'est de créer des fonds d'investissement avec d'autres investisseurs qui viennent contribuer à la cagnotte. Donc c'est ça l'histoire des fonds d'investissement. Et en général, ils gardent à peu près 50% en propre, quand même, pour avoir un contrôle assez fort sur les fonds. Et ils créent donc des tas de fonds d'investissement, et Prologis, qui a construit ça, on a créé un avec le fonds souverain norvégien dont on a parlé tout à l'heure, qui n'achète plus de pétrole, de gaz, enfin de charbon, là, qui Après investit plus dans avoir le vendu charbon. son gaz. Voilà, mais par contre, ils achètent ça, ils investissent dans ces parcs logistiques. Voilà. Donc ça, en fait, c'est ça. Et ça, c'est un élément perturbateur fort dans l'histoire que j'ai racontée auparavant. Donc avec une logique de privatisation extrêmement fort, puisque alors que d'habitude, il y a la collectivité locale qui aménage la zone, qui vend les parcelles, mais ensuite qui gère les espaces publics à l'intérieur, c'est-à-dire la voirie, des espaces verts éventuellement, et bon, qui garde une certaine présence. Là, elle confie toute la question à un acteur privé, qui aménage, mais aussi qui, en tant que propriétaire de la zone, choisit les entreprises qui vont s'installer dans la zone. Le mot confie... Vend. Oui, Elle vend. c'est un mot très important. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Confie, mais il y a concrètement. un montage juridique derrière. C'est quoi? C'est une délégation? C'est une vente? C'est quoi? Pardon, Entre la collectivité et cette Conflit privatisation. terrain, ouais. La collectivité. j'ai dit confie. Non, en fait, il y a différentes formules juridiques, hein, mais en général, ce sont des lotissements privés. Donc, non, mais il n'y a même pas de vente. L'entreprise privée achète le terrain à l'agriculteur, en est le propriétaire, ensuite le lotit. Voilà, c'est ça. Et ils ont des autorisations d'urbanisme pour le Et faire. la collectivité. Mais la collectivité n'intervient jamais dans la propriété.
elle autorise le processus. Ah, elle l'autorise. Voilà. Elle Ah oui, j'ai confie dit. pas, parce qu'il y a ouais, plus- Oui, elle fait un plan de réalisme. Donc je vais y revenir un peu là-dessus, elle n'est pas du tout propriétaire. Et ce que je voulais dire, ah oui, et donc du coup on privatise donc, le processus d'aménagement, la gestion aussi de ces espaces-là, qui habituellement sont gérés par les collectivités locales, mais aussi autre chose, c'est que quand c'est la collectivité locale qui aménage, in fine elle choisit plus ou moins les entreprises qui vont racheter des parcelles, et donc ils vont venir s'implanter, en tout cas au début, dans la commune. Donc elle définit un peu, autant que possible, le profil économique de sa commune, et le type d'emploi qui vont venir. Voilà, et elle peut faire des choix stratégiques. Là, oui c'est ça, c'est là que je les ai confiés. Elle laisse le champ libre à l'entreprise privée de choisir ses locataires par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à son business plan. Et donc finalement, la collectivité n'intervient pas du tout dans le choix des entreprises qui vont s'installer dans son territoire. Voilà. Alors c'est quand même quelque chose sur lequel elle peut agir, au moins un petit peu. Mais quel est son avantage à se Ben, je vais venir. Alors, donc pourquoi ça marche si bien? Parce qu'en fait ça marche extrêmement bien ce système-là. Alors d'une part parce que ça répond à la demande comme j'ai dit tout à l'heure, et d'autre part parce que du point de vue de la collectivité locale, ça répond aussi à ce qu'elle voyait d'intéressant dans une zone logistique. Et donc là on a affaire en général plutôt à des petites communes qui sont intéressées pour avoir de l'activité économique, quelle que soit cette activité économique en général, mais qui n'ont pas les capacités, la taxe qui l'intéresse, rarement l'emploi. En fait, et souvent là, c'est des communes de 1000 habitants, en fait la question du chômage pour elles c'est très abstrait, c'est 2 personnes dans la commune éventuellement. Donc c'est pas l'emploi qui les intéresse, c'est surtout les taxes. Et si ça les intéresse, les taxes, c'est parce qu'elles n'en ont pas. Et donc si elles n'ont pas de taxes, c'est qu'elles n'ont pas de moyens. Et donc c'est pour ça qu'elles sont très intéressées, elles n'ont aucune capacité, ni financière de faire ça. Elles ne peuvent pas faire l'investissement initial. Elles n'ont pas les capacités techniques, en général elles ne savent pas faire, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les employés dans l'équipe, même à l'échelle des intercommunalités, qui sont des petites intercos, il n'y a pas des techniciens qui sont capables de mener un projet d'aménagement. Et même parfois, elle manque de capacité politique pour bien mener le projet, alors qu'une grosse entreprise avec des tas d'avocats derrière, ça peut l'arranger quand il y a du conflit. Voilà, donc on est dans un monde où il n'y a pas de capacité publique, et donc l'arrivée d'acteurs privés, finalement, leur convient bien, parce que finalement, l'objectif, c'est simplement d'avoir des taxes, et pas grand-chose d'autre. Voilà. Alors bon, ça c'est, donc il y a une définition très frustre de l'intérêt économique par ces territoires-là, puis il n'y a aucune vision long terme non plus, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on ne sait pas ce que ça devient, notamment les entreprises qui sont là au début, c'est pas celles qui sont là 5 ans plus tard, et donc souvent elles n'ont pas conscience de tous ces aspects-là. Donc ça c'est un peu le tableau. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, parce que finalement, le produit lui-même, le parc logistique qui est ainsi créé, qualitativement est meilleur que les zones d'activité économique remplies d'entrepôts qu'on avait auparavant. Il y a une unité paysagère, il y a un traitement paysager un peu assez qualitatif, il y a des équipements collectifs qui sont créés, des crèches, des cantines. Parfois l'entreprise prend en charge aussi le transport des travailleurs, c'est-à-dire en fait ils vont mettre en place des navettes bus qui vont aller jusqu'à la gare la plus proche. Voilà, il y a tout un tas de services qui sont rendus, que la collectivité aurait eu beaucoup de mal à rendre, et qui sont en fait à la fois un argument vis-à-vis des entreprises qui vont s'installer et vis-à-vis de la collectivité pour leur dire que non seulement donc, ils s'occupent de tout, mais en plus voilà, ils sont capables avec leur puissance financière de créer des équipements qui éventuellement pourraient servir à d'autres habitants, mais ça c'est jamais vu. D'avoir des crèches qui ne servent pas que aux salariés de l'entreprise. En tout cas, ils en parlent parfois, mais peut-être que juridiquement c'est un peu compliqué parce que ce sont des parcs complètement clos, avec gardinage, etc. Donc normalement les personnes extérieures ont pas le droit de rentrer. Voilà, donc c'est pas des espaces publics du tout. Donc en fait c'est des espèces de gated communities pour les entreprises. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais avec en même temps des éléments positifs de la plateformisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de regrouper des entreprises au même endroit permet de mettre en place un certain nombre de services voilà, pour ces entreprises et pour les salariés. Et ce produit très très privé, il est paradoxalement facteur de certaines formes de politisation. Alors, politisation parce que le parc, même si le processus est privé, a besoin d'autorisation publique pour fonctionner. Et donc, finalement, et comme il est très visible en raison de sa taille, les acteurs publics, donc les collectivités, les communes ou les intercommunalités qui autorisent ce genre de projet, sont obligés à un moment ou à un autre de produire un discours de justification du projet, pour dire en quoi ce projet il rencontre l'intérêt général local. Excuse-moi, est-ce que ça inscrit des enquêtes publiques sur un peu réglementaire? Alors ça dépend de la... oui, il y a toujours des formes d'enquête publique.
notamment parce que oui. Parce qu'en fait, il faut généralement aussi modifier le plan local d'urbanisme de toute façon, en amont. Ça peut pas arriver, c'est jamais prévu. Donc comme il faut changer le plan local d'urbanisme, c'est une enquête publique. Voilà. Et après, oui, c'est ça principalement en fait ce qui se passe. Et en fait, voilà, c'est ça, tout est à l'envers si vous voulez. L'entreprise privée vient voir la collectivité avec son projet quasi clé en main, quasi fini, et lui dit, bah voilà, maintenant, pour que ce projet ait lieu, il va falloir signer ce document-là, il va falloir changer votre plan local d'urbanisme, ne vous inquiétez pas, on va fournir un consultant qui va vous le faire, etc. etc. Il n'y a plus qu'à signer là. Alors voilà, donc ça c'est la version très privée. Mais comme il faut produire un discours plus politique sur la question, les collectivités locales sont parfois obligées quand même d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir un peu à ce qui se passe. Alors il y a des choses très très légères, par exemple là j'ai mis l'exemple de Val-Bréon qui est en Seine-et-Marne, où il y a ce parc logistique là que vous avez sur l'image. Ils ont, donc dans leur discours, ils ont dit bon bah si c'est comme ça, on va avoir un discours pour dire que ça va être une zone logistique exemplaire. D'un point de vue développement durable, ils ont dit en fait simplement d'un point de vue paysage. Donc ils voulaient beaucoup d'arbres, beaucoup d'espaces verts, et une architecture qualitative. Et donc le type qui a construit les entrepôts, c'est l'architecte du Stade de France, ils en sont très fiers. Bon, donc ça c'était très léger, mais en fait ce qui s'est passé plus intéressant dans cette même collectivité, c'est, puisqu'il y a eu un discours politique, c'est arrivé dans les médias, etc. Et France Nature Environnement 77 s'est emparé du sujet et a regardé un peu ce qui se passait, et ils ont vu notamment que ça mettait en cause un certain nombre de zones humides qui sont au fond de la zone avec un ruisseau en fait. C'est un détail. C'est un détail, mais bon. Là où les problèmes commencent. J'aurais pas de signe beaucoup plus fort. Hein. Et la question du remplacement internet, c'est un peu... Non, enfin vaguement je vais en parler deux mots, mais enfin, c'est vraiment l'angle mort. Et donc finalement, il s'est passé quelque chose, donc il y a eu un mouvement social, ils ont attaqué le projet juridiquement notamment, et ils ont fini par rentrer dans le consortium d'aménagement, ils ont la solution trouvée, mais ça c'est pas les élus locaux qui l'ont trouvé, c'est l'entreprise privée, donc là en fait il y a eu plusieurs entreprises qui sont succédées sur le projet. Et donc le dernier, l'aménageur, un peu, ouais, ils sont fait un peu acheter. Mais donc ils sont rentrés en consortium, et ce qu'on leur a donné, c'est on leur a vendu les terrains, on a réduit le projet, on leur a vendu les terrains qui correspondent à cette zone qualitative au point de vue de la biodiversité, on leur a vendu pour 1 euro symbolique à l'association, et on a mis en place un système de servitude extrêmement contraignant qui fait que ces espaces-là sont garantis inconstructibles dans les documents d'urbanisme locaux. Et qui s'en occupe? Et c'est l'association qui gère ces espaces, donc qui les entretient et qui les utilise pour la pédagogie. Il y a beaucoup de stratèges derrière. Donc voilà, bon, des choses qui peuvent se passer. Donc, on aimerait que nos États soient aussi stratégiques. C'est qu'ils le sont plus, c'est ça le problème. Et donc alors, dans cette plateforme logistique qui est complètement privée, il y a un bien commun au fond, là, le long de ce ruisseau. Donc qui est géré sous forme de commun avec une association. L'association fait l'association. France Nature Environnement. Ah oui, mais une association locale. Oui, 77. C'est du Seine-et-Marne. Ouais. Voilà. Donc voilà cette histoire-là, donc avec des éléments de politisation dans ce sens-là. Et puis sinon j'ai mis aussi à Sénart, donc une ville nouvelle, donc avec une histoire complètement différente, où là il y a des grosses capacités publiques, c'est celle de l'État qui aménage la ville nouvelle avec sa vision des choses. Et en fait, il s'est passé un certain nombre de conflits finalement. Donc, dans un premier temps, Sénart s'est développé, comme je l'ai raconté tout à l'heure, avec des zones logistiques classiques, là, des zones d'activité économique qui sont remplies d'entrepôts. C'était la stratégie commerciale de l'établissement public d'aménagement. Et donc, il y a une très forte spécialisation logistique dans les années, jusqu'aux années 2005-2007. Et il y a une remise en cause par les élus locaux de cette spécialisation logistique. En gros, la logistique, on vaut mieux que ça. Il faut amener des technopoles Renault, enfin tout ce que vous voulez, mais autre chose que de la logistique. Et puis il y a aussi eu un mouvement de riverains qui s'est opposé à une dernière zone logistique prévue, qui s'appelle le parc de la 5, notamment avec l'argument de trop grande consommation des terres agricoles. Voilà, donc il y a eu l'établissement public d'aménagement a été un petit peu remis en question, notamment avec l'idée que le territoire était mal maîtrisé par les élus, par les citoyens, par les habitants, qu'on avait là une entité un peu extérieure au territoire qui descend de l'État, qui aménage ça pour le seul profit du secteur logistique, sans réflexion sur ce que doit être cette ville nouvelle. Voilà, du point de vue des élus en tout cas, éventuellement des habitants. Et donc finalement, il y a eu une politisation un peu de cette spécialisation,
Et face à la difficulté de trouver des alternatives à la logistique, en fait, il s'est passé quelque chose de très différent et un petit peu, comment dire, un petit peu un espèce de trucage un peu étonnant. C'est qu'il y a eu finalement, en fait, c'est ce parc-là, Prologis, c'est arrivé à ce moment-là, en disant aux élus locaux, l'entreprise privée américaine a dit voilà, vous avez nous on vous propose un produit que vous pourrez maîtriser parce que c'est vous qui allez signer les autorisations et ça ne dépendra pas de l'État. Et donc il y a eu un sentiment de maîtrise des élus de ce processus extrêmement privé par rapport à la façon de faire de l'État. Vous voyez un petit peu ce renversement, un petit peu, voilà. C'est le TAFTA à l'envers. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu un discours sur la supériorité de ce modèle-là, la façon de produire des espaces logistiques par rapport à ce que faisait l'OPA, parce que ça serait plus qualitatif et mieux maîtrisé par les élus locaux. C'est pas impossible en plus. Comment? C'est pas impossible. Ouais. Ben, sur certains points de vue, oui, mais en même temps, par contre, ça, c'est pas desservi par la voie ferrée, alors que toutes les zones faites par l'OPA sont desservies par la voie ferrée. Donc, si on veut faire de l'écologie, un transport un peu plus écologique, c'est quand même intéressant qu'il y ait les voies ferrées qui desservent les entreprises. Donc bon, ça dépend de quoi on parle. Donc il y a eu ce discours-là, puis surtout en même temps, il est peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a eu un jeu régional avec le Grand Paris qui a fait que Sénart s'est dit si je veux rentrer dans ce jeu régional, il faut que je montre que je sers à quelque chose à l'échelle de la région, que j'ai une particularité. Et donc ils ont assumé leur spécialisation logistique, ils ont dit nous on est le pôle logistique de la région Île-de-France. Et donc à ce titre-là, on doit être inséré dans les stratégies régionales et valorisé en tant que tel. Donc, bon, sans rentrer dans le détail de ça, ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils s'assument comme le pôle d'excellence logistique, c'est qu'ils ont mis en place un club, qui s'appelle le Club de l'innovation logistique, et finalement ils sont rentrés un peu dans la boîte noire de ce qu'est la logistique, concrètement, au-delà de construire des entrepôts et d'accueillir des entreprises. Et ils sont un petit peu obligés, maintenant qu'ils ont lancé le... Il, c'est qui là? Alors là, c'est un peu tout le monde pour le coup. C'est à la fois l'établissement public d'aménagement et l'intercommunalité, donc le syndicat d'agglomération nouvelle avec les élus. Donc là, il y a eu un consensus pour rentrer là-dedans. Ils ont produit des documents. Et évidemment, ils sont en train d'impulser une logique de plateformisation, pour reprendre le terme du début, un petit peu plus intelligente, dans le sens où ils se disent, bon voilà, on a un territoire, on a beaucoup d'entrepôts, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de là? Est-ce qu'on peut essayer de créer des ressources avec ces entreprises-là? Est-ce qu'on peut notamment faire de la mutualisation, mutualiser des services pour améliorer, éventuellement faire de l'innovation, améliorer la vie des salariés, mutualiser du transport pour être plus écologique, etc. etc. Donc finalement, avec cette visibilité de la logistique et cette phase de très très grande construction d'entrepôts, il y a eu donc l'obligation d'assumer cette spécialisation et d'essayer de lui donner un sens, et éventuellement peut-être de transformer ce sens en quelque chose de plus intelligent, de plus vertueux, donc avec un discours là, sur le développement durable, mais surtout donc là, avec un début de mise en commun de ces différentes zones, entreprises, ressources qui sont créées donc, par la concentration logistique. Voilà. Donc on a un petit peu un début de définition de biens communs liés aux plateformes logistiques à l'échelle locale, que peut être donc la possibilité de mutualiser des équipements et la possibilité de mutualiser le transport pour réduire les émissions de CO2, etc. Mais associé à une production et une gestion qui sont en fait extrêmement privées. Voilà. Donc sans garantie sur le résultat. Mais finalement, donc, cette politisation assez légère, qui est permise par cette mise en visibilité de la logistique grâce à l'émergence du marché de l'immobilier logistique, par contre, elle est extrêmement locale. Il n'y a aucune vision régionale qui émerge à partir de ce terreau-là. Et notamment, finalement, il y a un très mauvais bilan d'un point de vue environnemental, puisque ce système-là est très propice à l'éloignement toujours plus loin des plateformes logistiques des centres-villes. Parce que finalement c'est un modèle économique qui marche dans les petites collectivités, et dès qu'on a fait une plateforme dans une première couronne, et bien pour que ça marche encore, il faut aller chercher la couronne qui suit pour trouver des collectivités plus petites qui sont prêtes à accepter le deal, et ainsi de suite. Donc on a une logique d'éloignement, une logique de consommation foncière extrêmement forte. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation des entrepôts, et donc des entrepôts un peu anciens qui deviennent obsolètes, plutôt que de les détruire, de les reconstruire ou de les rénover, eh ben on va aller chercher des terres plus loin parce que c'est moins cher. Voilà. Et c'est permis par cette logique que je viens d'expliquer. Et finalement cette conjonction d'intérêts
avec l'inexistence de régulation plus large, il y a un intérêt public-privé autour de ces objets-là. Donc voilà, très mauvais à ce niveau-là, et donc consommation foncière, ça induit des flux de marchandises très forts, puisque plus on met les entrepôts loin, plus il y a des camions, plus il y a des kilomètres de route à parcourir. Et dernier point, absence totale de réflexion de la place des travailleurs, des salariés dans ces ensembles-là, à la fois comme enjeu et aussi comme acteur. On ne pose même pas la question. Les syndicats ouvriers, c'est les grands absents pour l'instant de la réflexion. On ne pose même pas la question à ces gens-là s'ils ont une idée sur là où devraient être les entrepôts, la façon de gérer ces espaces-là. Voilà. Alors que ça concerne une part des ouvriers toujours plus forte. Et puis il y a une question notamment, c'est à mesure qu'on éloigne les entrepôts, on va au milieu de la pampa, comment on charge les déplacements de domicile de travail de ces gens-là dans un contexte de grande agglomération où en étant au SMIC, on a du mal à payer une voiture. Voilà. Sans parler de la dimension écologique encore de cet aspect-là. Donc voilà un petit peu le portrait. Alors pendant ce temps-là, il y a un petit peu, je vais aller vite là, des biens publics qui émergent un peu sur d'autres aspects que le marché immobilier ne prend pas en compte, là où il ne va pas. Alors j'ai mis un projet d'une plateforme multimodale. C'est l'idée toute bête d'aménager à la fois une zone logistique à côté d'un terminal combiné, donc qui permet de faire passer les marchandises depuis le fleuve, la route et le fer. Voilà. Et le principe, l'idée derrière ces projets-là, c'est qu'en mettant à côté une zone logistique et un équipement de transbordement, on va faire du report modal. Parce que les marchandises seront très près du terminal. Et donc normalement, ça devrait marcher par un jeu économique d'intérêt. Voilà, puisque c'est moins cher dans ces conditions-là. Et normalement, ça devrait être moins cher que la route. Voilà. Bon, après, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, comme il est déjà... Oui. Bon, je vais passer vite. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces projets-là qui sont intéressants n'ont pas les institutions publiques qu'elles mériteraient. Et en fait, on a au départ un aménageur public, un acteur public qui va aménager les deux choses. Il va construire le terminal, et ensuite le terminal, il va louer. Donc, en l'occurrence, ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est loué à une émanation de la SNCF avec d'autres transporteurs régionaux qui gèrent ça. Le terminal, c'est les canaux, là, surtout. Le terminal, c'est l'espèce de quai blanc, là, qu'on voit. D'accord, les canaux n'en font pas partie. Alors, ils existaient. Le terminal, c'est ça, c'est tout ça. Donc là, vous avez les voies ferrées, là, vous avez les quais fluviales, et là, au milieu, normalement, on voit très bien, il y a des portiques. Voilà, il y en a un qui est là, il y en a qui sont là, et donc là, il y a les conteneurs qui sont, voilà. Donc c'est ça le principe. Hein. Donc ça a été construit de manière production publique et il s'est confié à un acteur d'économie mixte en fait, mais qui gère l'outil par rapport à sa vision des choses, sans objectif de politique publique derrière, sans obligation de service public, contrairement à ce qui se passe dans les ports maritimes. Hein. Et de l'autre côté, la zone logistique, on l'a construit comme d'habitude. Aménagement public des terrains, puis on a vendu les parcelles à des investisseurs privés. Et en fait, vous avez là des mini-parcs logistiques qui sont installés, puisque c'est les mêmes que ceux dont je viens de parler, qui sont arrivés sur ce terrain-là. Ils ont trouvé que c'était des actifs très valorisables. Et donc, ils ont acheté tout ça, ils ont construit leurs entrepôts, et puis ils gèrent ça de manière complètement privée. Voilà. Donc, mais ils font appel au mode de transport. C'est juste pour comprendre. Oui. Ils font appel au mode de transport, eux? En fait, très peu. Les enquêtes prouvent que vous avez là des entrepôts type Decathlon, etc. Ils utilisent très peu le terminal. Et en fait, les gens qui utilisent le terminal, c'est ceux qui l'utilisaient déjà du temps en fait, où il était à Lille. Auparavant, il était dans le centre-ville de Lille, enfin quasiment. Ils l'ont déplacé ici dans le bassin minier. Donc c'est le même. Hein. Ils ont détruit le premier pour l'installer là. En gros, c'est le même client. Et les entrepôts à côté, là, il y en a pour 500 000 m², ils ont une nouvelle tranche est prévue. Ils l'utilisent, je sais pas, il y a 5% voilà, des marchandises qui vont l'utiliser. Voilà, donc très très marginal. Bon voilà, donc il y a ce type de politique publique, mais vous voyez, sans vraiment, il y a des objectifs, mais il n'y a pas vraiment de gouvernance adéquate. Vous en avez, alors, j'ai parlé des ports fluviaux tout à l'heure. Finalement, les ports fluviaux en Ile-de-France, port de Paris, c'est un petit peu celui qui a des plateformes logistiques multimodales. C'est à peu près la même chose. Un port fluvial, c'est un quai avec des terminaux à conteneurs et puis derrière des entrepôts. Donc la région Ile-de-France s'en est rendu compte et dans sa planification régionale, elle dit ben voilà, ça il faut ça c'est ce qu'il faut pour la logistique en Ile-de-France. Donc on a fait de cet acteur-là qui émane de l'État un petit peu le responsable de l'aménagement public de la logistique en Ile-de-France. Bon, bah, c'est pas inintéressant, mais bon, ça reste très petit et finalement, il se passe, ça sauvegarde un État, mais ça ne développe pas grand-chose. Et puis surtout,
comment on a un acteur intéressant qui s'appelle Sogaris, qui est une société d'économie mixte en fait, dont les 3/4 des actionnaires sont à la ville de Paris et les départements de Petite Couronne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine, et qui se retrouve à gérer en fait au départ une plateforme logistique à l'issue d'une histoire assez particulière en fait. C'était un projet privé au départ dans les années 60 d'un type qui voulait créer une gare routière pour que les gros camions n'entrent pas dans Paris, qui s'arrêtent avant en périphérie, quand transbordent la marchandise dans des petits camions qui, eux, vont desservir Paris. Voilà. En disant, voilà, ça c'est un projet d'intérêt général. Il en parle au préfet, qui lui dit, c'est très bien, et lui dit, je vais t'aider, je mettrai des règles pour interdire les gros camions dans Paris. Et donc, il lance un projet qui est vraiment privé, mais voilà, en concertation, on va dire, avec l'acteur public qui compte. À ce moment-là, en fait, sa société ne marche pas. Il construit des bâtiments. Donc, il construit une plateforme logistique avant la plateforme. Il construit toute une zone de bâtiments logistiques pour faire son activité, mais ça ne marche pas parce qu'il est concurrencé par d'autres entreprises routières et en fait, parce que le préfet n'a pas fait ce qu'il avait promis, il n'y a pas d'interdiction des gros camions à rentrer dans Paris. Donc, finalement, sa société fait faillite. Elle est rachetée par les départements qui transforment du coup ce qu'il a construit en actif immobilier pur. Et donc ils se mettent à gérer cette plateforme comme voilà, un actif immobilier et louent les entrepôts à tout un tas d'entreprises du secteur. Donc il y a une plateforme qui se crée. Bon, au départ, voilà, un espèce d'opportunisme, mais elle est intéressante parce qu'elle est à côté de Rungis, et donc dans la zone dense, il n'y en a presque plus aujourd'hui des plateformes logistiques dans la zone dense. Donc elle garantit la présence d'activités logistiques proches de Paris, et ça permet de limiter du coup, les émissions de CO2, etc. Et puis ça garantit aussi des emplois ouvriers dans cet espace-là. Donc on a ça, et aujourd'hui, depuis on va dire 10 ans à peu près, cette société d'économie mixte, Sogaris, est devenue, on va dire, le spécialiste de l'immobilier et de la logistique urbaine, et il a une nouvelle mission par ses actionnaires, qui est de développer des nouveaux produits immobiliers qui permettent d'avoir des activités logistiques dans la ville. Et donc il fait notamment ce genre de choses, on appelle un hôtel logistique, qui sont, pour l'instant il y en a très peu. Donc ce qu'il a fait pour l'instant, c'est surtout d'aménager des parkings Vinci, si vous voulez, pour avoir des activités logistiques dans les parkings Vinci. Il y en a plusieurs à Paris. Vous avez Chronopost qui du coup utilise ces parkings-là pour faire passer donc, les marchandises depuis des véhicules utilitaires légers, des petits camions, sur des triporteurs, des espèces de tricycles pour livrer les gens. Donc il y a ça, donc, qui sont développés par cette entreprise-là. Et il y a donc des hôtels logistiques qui sont leur grand projet. Ils vont en faire un Gare du Nord, donc les travaux ont commencé. Qui sont en gros d'avoir, du coup, comme on ne peut pas faire des entrepôts en pleine ville, d'une part c'est un peu compliqué du point de vue réglementaire, et puis en fait économiquement c'est pas possible, le mètre carré qu'on peut sortir, son prix est trop faible, eh bien on va faire des bâtiments mixtes avec au rez-de-chaussée de la logistique et puis au-dessus d'autres choses. Voilà, et donc ils appellent ça des hôtels logistiques, donc type ateliers d'artistes, data center, des jardins, voilà, des locaux comme ça, éventuellement des Fab Labs, des choses comme ça, mais pour l'instant il n'y en a pas, donc on ne peut pas dire vraiment si ça marche. Voilà, donc c'est un peu ça le projet. Donc là on a un acteur quasi public qui lance des projets par rapport donc à une mission vue comme d'intérêt général pour avoir une logistique plus durable. Donc voilà un petit peu... Et ça, finalement, c'est un petit peu légitimé par le fait que le marché immobilier n'y va pas, voilà, n'est pas capable de sortir ces produits-là. Et donc, est-ce que c'est pas assez rentable? Mais pour Sogaris, c'est rentable, c'est une société rentable, c'est pas subventionné. Et donc, voilà, fait des rendements à 3-4% sur ces produits quand les entreprises immobilières cherchent des 7-8%, voilà, tout simplement. Voilà. Donc finalement, dans un contexte de montée en puissance du marché de l'immobilier logistique, on a des nouvelles formules d'articulation public-privé, État-marché qui se mettent en place, avec donc la dimension environnementale qui est plus ou moins présente, et a plus ou moins d'effet, mais est toujours un petit peu là dans ces différentes productions, même si souvent c'est une vision trop micro, trop locale, mais qui entraîne un certain bouleversement, parfois extrêmement léger, parfois un petit peu plus important, sur ces produits immobiliers qui sortent de terre. Voilà. Mais bon, on est dans une perspective extrêmement immobilière, et on n'a pas du tout d'association avec les entreprises qui font la logistique à l'intérieur de ces entrepôts, de ces espaces-là. Elles sont de purs locataires de passage et sont rarement associées donc, à cette réflexion. Et donc, ça atteint une certaine limite à ce niveau-là, parce que donc, on ne se pose pas la question de savoir comment on peut associer ces entreprises-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autant
de la façon de produire les services logistiques que dans les immeubles eux-mêmes, qui sont plus faciles à atteindre par l'action publique, voilà. Et qui sont plus visibles, et ce sur quoi portent finalement les initiatives citoyennes quand il y en a, comme dans le cadre de Val-Bréon tout à l'heure. Alors enfin, dernier point que je voulais aborder, c'est qu'il y a des dynamiques de mutualisation. Donc parmi là, les producteurs de services logistiques, donc les entreprises qui font la logistique, c'est-à-dire des dynamiques qui étaient attendues par le phénomène de plateformisation, de regroupement des entrepôts dans certains lieux, mais qui sont un peu difficiles à avoir et qui finalement sont très rares. Alors il y a des mutualisations à la fois d'entrepôts et de transport. Alors le principe de l'entrepôt mutualisé, c'est tout simple, hein, c'est plutôt que d'avoir chacun son entrepôt, on se partage entre plusieurs entreprises, donc, par exemple plusieurs entreprises industrielles, on va se partager un seul entrepôt parce que finalement c'est des activités assez saisonnières, et il y a toujours un moment dans l'année où j'ai pas besoin de stocker beaucoup pendant que d'autres entreprises pourraient avoir besoin de stocker plus, et donc comme ça on arrive à remplir toute l'année l'entrepôt, alors que si on est tout seul, il est en moyenne un tiers vide un peu tout le temps. Donc c'est un peu ça l'idée, qui paraît être du bon sens, mais qui est assez difficile à mettre en place. Et donc, bon, ça permet de faire des gains économiques normalement, mais en fait pas tellement, parce que la complexité rajoute un petit peu de... A priori, la complexité rajoute un peu de prix, un peu de coût, je veux dire, mais par contre, d'un point de vue environnemental, ça permet de consommer moins d'espace foncier. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais il y en a très peu. Est-ce que pour autant, on a une sortie de biens privés avec ce type de système-là? Est-ce qu'on est quelque chose d'un peu plus commun, peut-être des types biens clubs, puisque bon, il y a un tarif, on a plusieurs. Si on paye le tarif, voilà, le prix que ça coûte à chacun, on peut rentrer dans ce bien-là. Ça reste assez limité, hein, bon, on pourrait parler de commun d'entreprise, je ne sais pas. Mais sinon, en fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui se mettent en place, c'est surtout sous l'impulsion d'un donneur d'ordre, dans le cadre d'un réseau de sous-traitance. Cas typique, c'est la grande distribution. Carrefour va imposer à ses sous-traitants qui lui apportent des yaourts, par exemple, de se regrouper en un seul entrepôt pour faire des économies pour lui, et pour mieux gérer la chaîne logistique de son point de vue. Et donc, il va imposer ça à ses sous-traitants. Donc, pendant ce temps-là, lui, il ne va jamais mutualiser son entrepôt avec Auchan ou Intermarché. Voilà. Donc, bon, on a cette dynamique-là. Bon, j'en dirai pas beaucoup plus. Une autre dynamique, c'est de mutualiser le transport. Donc là, c'est se dire qu'à plusieurs entreprises qui sont les unes à côté des autres, plutôt que d'avoir chacun son camion qui part tous les jours, on va avoir un seul camion qui va faire le tour des différentes entreprises pour être rempli. Voilà, plutôt que d'avoir un camion qui part à moitié vide la plupart du temps, essayer de le remplir en mutualisant le transport tous ensemble. Bon, c'est des choses qui existent aussi, mais qui sont très difficiles à mettre en place parce que finalement, chacun a sa stratégie, chacun a ses intérêts. Il y a aussi le problème des informations, on ne veut pas partager les informations avec les concurrents, leur montrer sa stratégie logistique, sa façon d'approvisionner les magasins, par exemple, son calendrier, etc. Donc il y a beaucoup de frilosité en la matière. Bon, bah voilà, classique parmi les entreprises, on ne peut pas partager ses secrets. Mais en fait, ça peut être intéressant cette mutualisation de transport parce que ça oblige en fait à territorialiser un peu les activités logistiques. Le transport, on peut le mutualiser que si on s'ancre dans une démarche de long terme, quelque part dans un territoire. Donc ça va à l'encontre du principe de flexibilité spatiale. C'est pour ça aussi que ça a du mal à se mettre en place. Ils ne sont pas du tout dans cette logique-là, ils vont quelque part, ils consomment cet espace par rapport à un but très précis, et quand c'est fini, ils s'en vont. Voilà, donc ça serait un changement de paradigme quand même assez fort. Excuse-moi, tu peux reformuler ça? En fait, ils ont une logique de flexibilité spatiale très grande. Ils vont quelque part parce qu'ils ont besoin d'y être pour un projet très précis. Et donc ils vont occuper cet espace pour ce projet-là, et quand c'est fini, ils s'en vont. Et ils n'ont pas l'intention d'y faire autre chose. Et le type d'ailleurs, qu'on va renvoyer sur place, le directeur d'entrepôt, il a déjà beaucoup de travail et surtout on lui dit de surtout essayer de rien faire avec les autres. Enfin, en tout cas, ça ne fait pas du tout partie de cette mission d'essayer de s'ancrer quelque part, comme pourrait le faire un entrepreneur quand il investit un territoire. On n'est pas dans une logique d'entrepreneur de ce point de vue-là. C'est très administré à l'échelle du groupe. Et donc le chef d'entrepôt n'a pas grand-chose à voir avec un chef d'entreprise. Et donc ça pourrait rentrer dans une logique de mutualisation de transport, c'est intéressant, ça pourrait territorialiser un peu plus ces activités-là, et là les territoires, c'est-à-dire les élus locaux ou des associations territorialisées pourraient servir de lien pour faire passer le message et coordonner ces acteurs-là autour du transport, autour de la question du transport. Voilà. Donc ça permettrait de créer un peu de commun, donc voilà, un début de commun en ce sens-là, au-delà du bien commun, le climat à sauver par moins d'émissions de CO2. Et puis enfin, dernier point, et peut-être le plus intéressant, c'est la main-d'œuvre. Parce que les entreprises, alors là aujourd'hui moins avec la remontée du chômage, mais il y a un moment où c'était un secteur assez tendu sur l'emploi.
puisque à mesure que ces entrepôts vont s'implanter de plus en plus loin des villes, surtout dans des endroits où personne n'habite, ils n'arrivent pas à recruter les ouvriers, d'autant plus qu'ils ne comptent pas les payer bien cher, et donc c'est des gens qui ne sont pas forcément extrêmement mobiles. Voilà. Et donc, alors la flexibilité fait que il y a beaucoup d'intérimaires dans le secteur, donc on est dans une logique d'avoir une main-d'œuvre précaire pour pouvoir partir et revenir facilement, mais parfois difficulté à embaucher le nombre de personnes suffisantes et à les faire venir. Alors, les agences intérim souvent mettent en place des systèmes de transport pour faire venir ces gens-là dans les différents entrepôts. Mais ça atteint ses limites dans certains endroits. Et donc on a certains groupements d'employeurs logistiques qui sont constitués. En fait, c'est pour créer des poules de main-d'œuvre. Donc, c'est des différentes entreprises qui vont adhérer à une association. Et cette association-là va embaucher les ouvriers. Et ensuite, les ouvriers auront un CDI avec l'association. Et ensuite, ils vont mettre à disposition ces différents travailleurs, voilà, selon le système classique de pool de main-d'œuvre. Bon, avec des aspects positifs et négatifs du truc. Notamment ces travailleurs-là sont peu appliqués dans les entreprises où on travaillait, un peu comme des consultants finalement. Mais bon, d'une certaine façon, ils sont aussi, ça limite leur précarité. Donc à voir. Ça aussi, ça pourrait pousser à territorialiser ces entreprises-là, ou alors dans l'autre sens, ça pourrait être aussi un système qui leur permet de rester flexibles, puisqu'en arrivant dans les différents endroits, il suffirait d'adhérer à l'association pour avoir accès à la main-d'œuvre. Je ne sais pas trop, d'un point de vue prospectif, comment on peut voir les choses. Bon, en tout cas, ça créerait une espèce de nouvelle institution qui donc emploierait ces gens-là, avec la question finalement de savoir si on veut aller un peu plus loin. Est-ce que ce qui manque, c'est pas une mobilisation des travailleurs eux-mêmes, des ouvriers de ces espaces-là? Alors sous quelle forme? Est-ce que là, on ne peut pas y avoir du commun qui se mette en place autour de regroupement de ces travailleurs qui, du coup, proposeraient leurs services dans ces entreprises qui sont flexibles et saisonnières? Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Sous quelle forme? Bon, avec une certaine rupture par rapport au salariat, qui est déjà en cours avec l'intérim, de toute façon. Et cette application se traduirait comment, et notamment articulerait comment le territoire du travail, du territoire de résidence. Ça pose la question de savoir aussi où habitent ces gens-là, parce que personne ne sait aujourd'hui. Savoir notamment est-ce qu'ils habitent en gros dans les cités des espaces de relégation sociale, ou est-ce qu'ils habitent dans le grand périurbain, cette France périphérique, dans certains ça j'en sais rien. Il n'y a pas d'études statistiques encore sur le sujet. Donc je vais conclure rapidement en revenant un petit peu sur la question du travail. Donc voilà, la logistique, ça montre que l'économie reste très matérielle, l'économie hyper moderne. Et donc pendant qu'il y a du numérique, il y a des secteurs très, très basiques. On a assisté ces dernières années à un besoin important en plateforme logistique. Il a fallu produire avec différentes modalités de production et de gestion. Donc, je suis rentré un peu dans le détail des différents hybrides qui en sont sortis. Cette production d'espace a entraîné la définition de biens communs potentiels, des bénéfices de la plateformisation, des biens communs menacés par la plateformisation, avec quelques éléments d'action collective qui sont mis en place, mais qui restent très limités par rapport aux enjeux, comme j'ai pu le dire. Donc il y a bien une référence à des biens communs, mais finalement peu de communs en termes de propriété, d'administration, de gestion, mais c'est attendu dans un secteur marchand, où ça reste le monde des entreprises, l'espace des entreprises. Est-ce qu'il y a des nouveaux communs en perspective? Alors j'ai parlé un petit peu de la question de l'emploi logistique dans les entrepôts, où là il y a un certain nombre de tensions et peut-être la création de quelque chose qui sortirait du salariat, mais à voir d'un point de vue si c'est vraiment intéressant ou pas, enfin bénéfique pour les salariés ou pas. Mais en tout cas, il est en cours. Mais en même temps, il y a un autre phénomène en parallèle, c'est que ces entrepôts s'automatisent et auront peut-être besoin de moins en moins d'employés. Donc ce qui est en train de se créer pour résoudre le problème de l'emploi pourrait être résolu peut-être par les machines. Voilà, ce qui pose la question de savoir ce qu'on va faire de ces gens-là, de ces travailleurs-là, qui sont assez nombreux aujourd'hui, à peu près 1 million de personnes en France, dans les entrepôts, la manutentionnaire, et à qui on attribue quasiment aucune qualification, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien sur le marché de l'emploi. Et enfin, dernier point peut-être où il peut y avoir des communs, c'est la question des livraisons urbaines. Alors aujourd'hui, on a des entreprises qui font les livraisons urbaines. Elles embauchent beaucoup d'artisans, plus ou moins entrepreneurs, etc., qui permet de sortir du salariat et à ces entreprises de proposer des tarifs extrêmement bas. En même temps, on a ce qu'on appelle l'économie collaborative qui s'intéresse à ça, grâce à l'outil numérique
Ça permettrait éventuellement de distribuer finement les livraisons à des chauffeurs Uber, voilà, tous les gens qui circulent dans la ville. On a aussi d'autres phénomènes comme aux États-Unis où il va y avoir en fait des gens, on va dire en gros des gens qui sont au RSA ou équivalent, qui vont proposer à d'autres de leur livrer leurs courses contre une rémunération extrêmement faible, et que ça va se mettre en place autour des supermarchés avec des systèmes comme ça. Alors, je ne sais pas trop comment c'est géré, mais on a des logiques comme ça avec voilà, une espèce d'économie informelle qui se met en place sur cette question-là. Donc peut-être on va avoir un commun qui se met en place dans une version plus optimiste de ces phénomènes, autour d'associations éventuellement qui prendraient en charge cette question-là de livraison des courses, et avec dans un cadre où les magasins type Franprix du centre-ville deviendraient peu à peu des entrepôts, les gens commandent sur internet, les marchandises sont là et des gens viendraient, voilà, type AMAP, gérer ces marchandises-là, faire des paniers du coup, enfin des colis, et les distribuer d'une façon ou d'une autre. Voilà, et peut-être que là il y a de l'espace pour la création de communs, dans le sens un peu fort du terme. Autour de cette activité-là. C'est la logique qui dit oui, mais avec des produits qui viendraient quand même de Chine. Avec des produits qui viendraient de Chine. Exactement. Mais sans la dimension écologique, si ce n'est que la livraison, elle serait écologique. Voilà. À pied, vélo social, voilà. Mais voilà, donc il y a ça, je ne sais pas comment. Voilà. Mais l'alternative étant l'auto-entrepreneur exploité par son donneur d'ordre. Par son donneur d'ordre. Uber. Donc, ouais, voilà, type Uber ou type. Mais même, sans Uber, ça existe déjà. Hein, DHL ne livre rien. Hein. DHL emploie des sous-traitants qui sont des artisans dont les tarifs sont compétitifs simplement parce que les premières années, ils ne payent pas l'URSSAF et quand ils se font rattraper, ils déposent le bilan et d'autres prennent leur place.